Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de D&D Technologies et on va s'intéresser aujourd'hui à la gamme des stockages Avid Nexys. Alors les stockages Avid Nexys, à ne pas confondre avec des NAS type QNAP, Synology ou encore Netgear, ce sont des serveurs de post-production et de production. Un serveur NAS ou un serveur qu'on appellera Nearline, c'est plutôt un serveur qui a une optique de stocker de manière sécurisée mais pas avec les mêmes caractéristiques de performance que les stockages Avid, les médias, dans une idée de partage avec des stations graphiques ou d'autres. Il existe plusieurs types de stockage Avid Nexys. On va principalement se concentrer sur les produits Nexys Pro. C'est un produit qui fait 40 Tera. On peut en mettre jusqu'à 4. On peut faire 160 Tera au total de capacité sur un seul groupe. 2,4 gigaoctets de bande passante, soit 600 mégaoctets par châssis environ. Alors on peut connecter sur le châssis Isis 24 clients. L'autre caractéristique qu'on adore avec ces stockages, c'est le faible encombrement. On a 2 unités rack, ce qui est vraiment très faible. On a un châssis qui est extrêmement silencieux pour ce type d'usage. Alors sur le stockage, on peut remarquer à l'arrière qu'il y a une carte contrôleur sur laquelle il y a 2 ports 10 Go. Avid en fait a validé la marque Netgear et a certifié la gamme XS qui existe en 8, 12, 16 et 24 ports. Et en rapport qualité-prix sur le marché, des switches qui vous offrent à peu près jusqu'à 24 ports, 10 Go RJ45 avec 4 ports en plus SFP cuivre à moins de 2500 €. Je ne connais pas beaucoup de marques qui font ça bien. Alors bien évidemment, les systèmes Nexys sont certifiés aussi avec d'autres marques très connues comme Dell ou encore Cisco. À l'arrière du stockage, on a bien évidemment 2 alimentations électriques redondantes. Donc en cas de défaillance de la première, la deuxième prendra le relais et évitera la coupure du serveur. Alors un châssis Nexys est composé de 12 disques durs, 10 disques durs de 4 Tera pour offrir 40 Tera brut de stockage et 2 disques durs SSD qui sont réservés à l'écriture de la metadata. Alors les stockages Nexys, c'est une gamme quand même qui existe aujourd'hui depuis 2 ans. On est assez surpris par la popularité auprès de nos clients. On a des clients qui auparavant n'avaient pas les moyens de s'acheter des stockages centralisés de cette gamme, surtout dans l'ancienne gamme Isis qui était beaucoup plus chère. Mais là c'est vrai que pour un stockage à 12 800 € de 40 Tera Avid et un contrat de service de support avec échange de pièces et tout ce qui fait la qualité des produits Avid à 1100 € par an, c'est difficile de faire mieux. Avid a vraiment cette réputation et ce savoir-faire de faire des stockages qui sont très performants, qui savent travailler dans des environnements difficiles parfois en termes d'occupation d'espace, de chaleur. Alors je vais vous présenter l'interface de fonctionnement du Nexys, donc à travers un ordinateur comme celui-là qui va être connecté sur le réseau. Et je vais tout simplement taper l'adresse IP du serveur Nexys pour déjà aller chercher les fichiers qui me permettent d'installer ce qu'on appelle un client. Le client Nexys, c'est quoi? C'est contrairement à un partage réseau où vous allez avoir des volumes réseau qui sont partagés de manière classique sur ce que vous connaissez déjà. Avec les stockages Nexys, pour avoir la performance, la régularité du débit et pouvoir justement gérer différents types de volumes, on va installer en fait un logiciel qui s'appelle le Client Manager sur lequel on va pouvoir, en fonction de son login et son mot de passe, accéder à un ou plusieurs volumes. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors c'est simple, on ouvre un navigateur, on tape l'adresse IP du serveur. Si je valide, on va arriver sur l'interface d'administration du Nexys. Donc par défaut, il y a toujours un login qui s'appelle Administrator. Dans notre cas, on n'a pas mis le mot de passe, donc on valide et on va directement pouvoir rentrer dans l'interface du stockage. Par défaut, on arrive sur ce qu'on appelle la dashboard, donc c'est vraiment l'interface qui vous permet d'avoir un coup d'œil rapide sur les capacités utilisées, les bandes passantes qui sont en cours d'utilisation, les systèmes qui sont connectés. Alors première chose à faire, on va aller sur l'onglet installeur et là vous allez voir en fait que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour télécharger un installeur à partir de Google ou d'Internet. Souvent dans les environnements de post-prod, il n'y a pas forcément Internet pour des raisons évidentes de virus et de sécurité, mais là il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il suffit juste en fait de cliquer sur installeur et de regarder dans la liste qui est ici, tout simplement. Alors il vous suffit de récupérer l'installeur du Nexys selon le système d'exploitation que vous avez. Alors vous remarquerez aussi que dans la liste des clients, on a aussi, en plus des clients Mac et Windows, des clients Linux. Donc vous cliquez, l'installeur se télécharge, vous l'installez, vous le lancez, et là vous allez procéder tout simplement à l'installation du client. Alors autre chose qu'on peut voir dans le stockage Nexys, on va effectivement avoir plusieurs onglets avec certains qui vont être utiles pour administrer notamment les parties avec les interfaces réseau. Donc le système name, on peut le personnaliser. Si on a plusieurs Nexys, on peut effectivement taguer et donner plusieurs noms en fait à chacun des châssis. On peut bien évidemment enregistrer toute la partie réseau, donc tout
toute la partie DNS. Donc c'est là manuellement qu'on va attribuer l'adresse IP du contrôleur. Donc là, c'est ce qui nous a permis dans ce cas-là en 250 de se connecter en fait sur notre stockage Nexys. Si on a plusieurs Nexys et plusieurs contrôleurs, en fait, ils apparaîtront tous ici et il suffira juste de rentrer en fait les adresses IP sur chacune des cartes au contrôleur. Alors, ce qui est plutôt bien avec les systèmes Nexys, en fait, c'est qu'on est vraiment sur un stockage où on n'a pas besoin d'avoir, je mets des guillemets, un administrateur IT informatique pour gérer son stockage. Avid a vraiment pensé en fait aux utilisateurs, mais surtout aux petites et aux moyennes structures qui n'ont pas forcément le luxe d'avoir un responsable technique ou un ingénieur réseau pour aller configurer des volumes et tout un tas de choses et de permissions sur ces choses-là. Donc on est vraiment, comme vous pouvez le voir, sur une interface quand même qui est relativement simple. Donc là, on va aller s'intéresser maintenant à la partie qui est la plus intéressante chez Avid, c'est la partie Workspace. Qu'est-ce qu'on entend par Workspace? En fait, on entend la possibilité de créer des volumes, différents volumes avec différentes capacités et qui vont prendre sur la capacité totale du stockage. Alors on va par exemple créer un nouveau volume. Il y a plusieurs logiques dans les boîtes de prod. Soit il y a certaines boîtes de prod qui utilisent en fait un workspace par projet. Ça a l'avantage d'être plus facile quand à la fin on a terminé le projet de tout récupérer pour mettre à l'archive ou pour purger certains éléments et éviter de faire des erreurs, notamment quand on veut purger des projets qui sont terminés. Donc là, quand on ouvre cette fenêtre là, on va lui donner un nom, donc on va lui donner par exemple projet Nexys Video Did, par exemple. Et là c'est hyper important, c'est ici que vous allez choisir en fait le niveau de protection du stockage. En gros, vous avez 10 disques durs qui par défaut sont ce qui est équivalent à un RAID 0. Vous connaissez les systèmes RAID, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 50, RAID 60. En gros, quand vous avez une grappe de 10 disques en RAID 5, vous perdez un disque dur de capacité. Si vous mettez un équivalent de RAID 6, vous allez perdre 2 disques durs de capacité. L'avantage par contre, c'est quand il y a 1 ou 2 disques durs qui vont tomber en panne, vous perdez aucune donnée. L'inconvénient par contre, c'est que vous perdez plus ou moins beaucoup de capacité. Donc plus il y a de disques durs pour un RAID 5 ou un RAID 6, et moins on a de pertes. Mais plus le risque est grand en cas de disque dur défaillant. Tous les systèmes de tour RAID qui existent sur le marché que vous connaissez, que ce soit chez Promise, LaCie, G-Technology, où vous choisissez une fois pour toutes le niveau de RAID, RAID 5, RAID 6 ou RAID 0 pour le plus de performance. Ici en fait Avid a fait fort en vous permettant à vous de choisir en fait le niveau de RAID. On va choisir ici en fait, est-ce qu'on veut sur ce volume là une méthode de protection avec un disque de parité ou 2 disques de parité? Personnellement, j'ai tendance à conseiller quand même d'avoir toujours 2 disques durs de parité. C'est extrêmement rare de voir 2 disques durs tomber en panne, mais j'ai déjà vu ça dans ma carrière. On va éviter que ça vous arrive. Donc sur les 40 Tera, vous allez perdre 2 x 4, vous allez perdre 8 Tera de disques durs. Il vous restera donc 32 Tera utiles. 32 Tera utiles, c'est pas mal du tout. Sachant que sur les stockages à vide, on peut quasiment les remplir, contrairement à d'autres systèmes de stockage, presque à 100%. Une fois que vous avez choisi en fait le mode de protection, vous avez ce qu'on appelle un storage group. En fait, un ou plusieurs stockages à vide appartiennent à un espèce de cluster. On peut avoir plusieurs clusters sur le réseau. Par défaut, là, on n'en a qu'un. Il appartient à un seul storage group. On choisit ensuite de mettre la capacité en fait du volume qu'on a créé. Alors attention, tout ça c'est virtuel. Je vous explique. On met par exemple 400 Go sur ce volume-là et on valide. On a créé nos 400 Go. Alors on peut voir ici qu'on a effectivement un autre volume qui avait été créé projet qui faisait à peu près 600 Go. On est ici à 400 Go. Alors je peux encore créer d'autres volumes. Tous les volumes qu'on va créer sur le stockage Nexys en fait vont prendre sur la capacité totale du volume. Dit autrement, imaginez vous avez créé un volume de 400 Go comme on vient de le faire pour la prod. Et là, vous avez le monteur qui arrive et qui dit « Putain, à 400 Go, j'ai plus assez de place, comment je vais faire ?» Donc, il va venir en fait vous voir et il va vous dire « Est-ce que tu pourrais me donner un petit peu plus d'espace ?» Alors, il y a certaines sociétés qui facturent l'espace alloué et disponible pour telle ou telle production. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir faire ça avec ses propres clients quand on est un loueur de salle de production et de post-production. Mais là, dans mon cas, si je veux tout simplement tout de suite donner plus d'espace à un client, regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement commencer à glisser le curseur. Alors, si je le glisse à fond, là, je vais pouvoir quasiment donner toute la capacité disponible. Alors on voit bien qu'on ne peut pas dépasser, c'est ce que je disais tout à l'heure, les 32 Tera, puisque là je suis dans un mode tout disque protection. Mais là on va dire que je vais descendre et que je vais donner, allez, je vais me mettre à 6 Tera à peu près. Je valide et c'est fait.
Voilà, et si en cours de route on souhaite en fait remodifier n'importe quel volume, il suffit de cliquer sur le volume en question, de cliquer sur le petit stylo et on peut revenir effectivement dedans. Alors soit on le fait avec le curseur, soit on le fait à la main parce que c'est vrai qu'avec le curseur c'est pas forcément ce qui est le plus évident pour redimensionner une capacité. Un autre élément qui est assez utile, c'est de pouvoir avertir en fait l'utilisateur sur la capacité qu'il a consommée, parce qu'on n'est pas tous toujours derrière en train d'aller faire un POM-I et de regarder l'espace qu'on a disponible en fait sur le volume en question. Donc ici en fait on peut indiquer effectivement, alors on va plutôt raisonner en pourcentage. Alors on va plutôt dire que si l'utilisateur atteint 80% de remplissage, en fait l'interface va lui dire attention mon coucou, tu es rempli à 80%, soit tu fais du ménage, ou soit tu demandes à ton administrateur un peu plus d'espace. Ensuite, on a une autre partie, ça va être directement de pouvoir attribuer des utilisateurs ou un groupe d'utilisateurs en fait au volume. Alors je clique sur la partie User et là je vais aller créer un nouvel utilisateur. Donc je vais cliquer sur le plus, sur le Add, on va l'appeler Sébastien, on peut lui mettre un mot de passe, je ne vais pas en mettre pour l'instant. On peut aussi limiter la bande passante d'un utilisateur, ce qui peut être utile si par exemple on a une station qui est connectée en 10 Go sur le switch, mais si on ne veut pas que cet utilisateur-là prennent toute une grosse partie de la bande passante et que ça crée des problèmes sur le réseau, on peut faire ce genre de choses là, donc limiter la bande passante par utilisateur. On peut aussi donner des autorisations à l'utilisateur, par exemple, est-ce que l'utilisateur peut se connecter avec son login et est-ce qu'il peut lui-même en fait redimensionner la capacité du volume. On a plutôt intérêt à ne pas le faire parce que j'ai une bonne expression qui dit les stockages, c'est comme la nature, ça a horreur du vide. Et de toute façon, les gens, ils en mettront de toute façon tout le temps. Donc si vous leur laissez la capacité de pouvoir en fait remplir le stockage, eh ben, ils vont prendre la place, ils vont le faire. Alors une fois qu'on a créé l'utilisateur, qu'on a mis en fait son mot de passe, on voit directement en dessous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux moyens en fait d'attribuer les autorisations d'accès à un volume. Soit ça passe par la création d'un utilisateur et les volumes auxquels il a accès. Alors par exemple, on clique sur Read Write Access, et là on voit que l'utilisateur Sébastien que je viens de créer sur ce truc-là a accès en lecture-écriture. Si je veux juste par contre lui donner qu'un accès en lecture, je vais cliquer sur Read Access et sur le volume qui s'appelle projet en dessous, Read Write, tout simplement. Je sauvegarde et là j'ai mon utilisateur qui est créé. Si maintenant je reviens sur mon histoire de Workspace, je clique sur les Workspace et je peux aussi raisonner par attribution des droits directement depuis le volume. Je clique par exemple sur projet, je rentre en mode édition et là je descends et tout d'un coup je vois bien mon nouvel utilisateur Sébastien qui est ici, sur lequel j'ai pour l'instant l'accès Read Write. Donc en fait au lieu de passer par l'utilisateur et lui donner accès en fait, au niveau des volumes, je peux aussi passer par le volume et lui donner accès effectivement en lecture ou en lecture-écriture comme je viens de le faire à l'instant. On sauvegarde et c'est terminé. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne va pas toujours se coltiner des utilisateurs à rentrer à la main. Donc, alors on va créer en fait un groupe d'utilisateurs. On va plus facilement donner des attributions à un groupe d'utilisateurs plutôt que de raisonner utilisateur par utilisateur. Donc là par exemple, je vais créer un groupe d'utilisateurs. Je vais l'appeler monteur, le groupe monteur tout simplement. Et dans le groupe monteur, je vais dire qui en fait partie et qui en fait pas partie. Donc lui, je vais dire Sébastien, il est membre. Et là, effectivement, j'ai à nouveau accès aux autorisations du groupe. C'est-à-dire, est-ce que mon groupe a accès ou pas en lecture, écriture ou en lecture à mes différents volumes. Je sauvegarde. Et maintenant, j'ai bien un groupe monteur qui est apparu. Si je retourne sur mon Workspace et que je clique en mode édition, je vais voir un nouveau paramètre qui apparaît, cette fois-ci, un groupe monteur. Tout simplement, un groupe monteur sur lequel effectivement je vais pouvoir sur tel ou tel volume changer les paramètres de lecture et d'écriture. Ce qui veut dire que quand je crée un nouvel utilisateur et que je vais appeler Charles, je vais directement pouvoir lui dire s'il appartient ou pas à tel ou tel groupe. Et en le faisant appartenir à un groupe et en sauvegardant, en fait on va voir directement, comme vous le voyez ici, que les groupes et les autorisations qu'on avait prédéfinies avant s'appliquent automatiquement. Donc là, dans mon exemple, on n'a créé que 2 workspaces. Mais imaginez qu'on a créé des autorisations sur, comme on a le cas souvent dans des stockages de production type Nexsys, avec une multitude, des dizaines de workspaces. On ne va pas manuellement à chaque fois s'amuser à redonner les autorisations un à un pour chaque utilisateur. Ce sera beaucoup plus facile de dire tel utilisateur appartient à tel groupe et tous les droits se mettent. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un premier stockage Nexsys, vous pouvez, en cours de route, facilement et surtout sans interrompre la production, acheter un deuxième stockage et pouvoir faire ce qu'on appelle une redistribution des données. Je m'explique. Quand vous, au bout de 6 mois, vous avez besoin de plus de capacité mais que vous voulez doubler la bande passante,
Pourquoi doubler la bande passante? C'est toujours intéressant. Imaginez, on a rajouté plusieurs stations de montage et on a déjà 10 stations de montage qui aujourd'hui travaillent sur un seul châssis. Par moment, on a les monteurs qui commencent à criser un petit peu parce qu'ils disent « j'ai ma timeline qui saccade un petit peu » et donc le fait de rajouter un deuxième châssis de stockage va permettre d'augmenter la bande passante globale, la taille du tuyau autrement. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut faire une redistribution des données. C'est-à-dire que vous prenez l'ensemble des données existantes sur le premier châssis et vous les répartissez à nouveau sur l'ensemble des deux châssis qui forment une nouvelle grappe en fait. Et donc cette opération de redistribution de données, c'est une opération qui va pouvoir se faire sans que vous ayez besoin d'arrêter la production. Alors ça va avoir des impacts en fait sur les performances du stockage, bien évidemment, puisque pendant qu'il y a la redistribution, on va avoir une diminution, mais la prod ne s'arrêtera jamais. Donc vous allez pouvoir continuer à ajouter en fait ce nouveau châssis dans ce qu'on appelle le cluster, le storage group, et une fois que l'opération de redistribution des données sera terminée, vous allez pouvoir continuer à travailler non pas avec 600 mégaoctets sur un châssis, mais sur 1,2 gigaoctets sur deux châssis, et ainsi de suite, 3 châssis 1 giga 8, 4 châssis 2 giga 4. Donc dernière partie, comment on monte le volume sur son Finder. On a en fait un logiciel qui s'appelle Nexsys Client Manager, donc c'est le petit logiciel qu'on a installé tout à l'heure, et là quand on le lance on voit qu'il y a bien un Nexsys sur le réseau. Je double-clique dessus pour me connecter, il me demande mon login et mon mot de passe, vu qu'on a créé un login qui s'appelle Sébastien, écoutez on va l'utiliser, et on va faire OK. Et là qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît en fait les volumes auxquels j'ai le droit de travailler. Alors on va voir aussi si je suis en mode lecture-écriture ou lecture seule. Là je suis en lecture-écriture sur l'ensemble des deux volumes, si je veux monter tous les volumes, je double-clique dessus, sur celui-là, et là si on regarde, j'ai deux nouveaux volumes qui sont apparus, donc il suffit que je sois là, et voilà, j'ai mes volumes qui apparaissent. Alors un autre truc qui est assez pratique, si on veut éviter à chaque fois que le même utilisateur sur sa même machine ait besoin de toujours aller monter manuellement ses volumes, en fait on sélectionne l'ensemble des volumes, on fait un clic droit et on clique sur activer le montage automatique. Quand l'utilisateur reviendra le lendemain et va rallumer sa machine, les volumes en fait vont automatiquement apparaître. Donc c'est un petit gain de temps tous les jours, mais c'est pratique. Alors pour conclure, ce qu'on aime beaucoup avec quand même ces stockages, c'est que c'est vraiment le stockage centralisé, performant, fiable, stable, sur lequel vous n'aurez aucun problème. C'est vraiment aujourd'hui un stockage qui a fait ses preuves dans de nombreuses boîtes de production. Je peux vous citer la société Beau Travail, qui produit toutes les semaines les émissions Échappée Belle sur France Télévisions, la société Quadrimage qui produit pour de grands comptes institutionnels de nombreuses vidéos. Vous avez aussi le groupe ESRA, qui est une école d'audiovisuel très réputée, qui a effectivement aussi 3 châssis Nexsys Pro. Tout récemment, on a équipé la société Job Teaser, qui est spécialisée dans le recrutement et la mise en relation entre les entreprises et les élèves, qui pareil nous a fait confiance et a investi dans un stockage pour travailler sur des systèmes de montage Adobe Premiere. Alors ces châssis chez DID Technologies sont disponibles à la vente et à la location. Donc n'oubliez pas, si vous avez un surplus de production, vous avez besoin, comme on a pu le faire pour les Fashion Week avec de nombreuses marques de haute couture récemment, vous pouvez voir ça sur notre canal Facebook, on peut louer des stockages avec des stations de montage pour des opérations ponctuelles à n'importe quel endroit du monde. Si vous avez des questions sur les stockages Nexsys, si vous voulez assister à une démonstration et si vous voulez voir ce que ça a dans le ventre, n'hésitez pas à nous contacter, venez nous voir, on a du matériel de démonstration, on a une salle de démo qui permet vraiment de maqueter, de tester tous les environnements, que ce soit Premiere, Final Cut, Resolve, Avid Media Composer et toutes ces choses-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les Switch 10 Go Netgear et je vais vous expliquer à tout point de vue pourquoi il est intéressant et vital dans notre industrie du média de mettre à jour son cœur de réseau sur des Switch 10 Go. À très bientôt. Avid Nexsys, the next generation of intelligent storage.